Clochette, c'est toi? Parle moins vite. Parle plus vite. Comment? Le petit Timmy est tombé dans le puits? Ah non, ça c'est la scie. Comment? Tu veux que je fasse une vidéo sur Peter Pan? Ok. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Peter Pan? À l'origine de cette histoire, on trouve J.M. Barrie. Jean-Martin Barrie? Non. John Michael? Non. Jésus-Marie? James Matthew? Et pour vraiment trouver les premières inspirations du personnage, il faut remonter jusqu'en 1866, lorsqu'il avait 6 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joseph Morgan est le 9e enfant d'une famille de 10. Et alors qu'il entre dans sa 6e année, son grand frère David meurt à l'âge de 14 ans d'un accident de patinage. C'est pas la plus ridicule des morts. À partir de ce moment, Joshua Matisse décide de prendre la place de David aux yeux de sa mère, portant ses amis et imitant son comportement. Sa mère, elle était réconfortée dans l'idée que son fils restera un petit garçon pour le reste de sa vie. Enfin, de sa mort. Et même si ses parents voyaient pour le jeune homme un avenir en tant que ministre, lui n'en débordait pas, il voulait être écrivain. Il décroche donc, après ses études, et surtout grâce à un tuyau de sa sœur, un boulot dans un journal, puis en écrivant ses premiers romans qui auront un certain succès. Puis beaucoup moins de succès avec Sentimental Tommy, où l'on retrouve un jeune homme se réfugiant dans son imaginaire enfantin pour fuir la dure réalité de la vie d'adulte. Une sorte, encore une fois, de Peter avant l'heure. C'est quand même bien fait. Mais c'est 1 an plus tard qu'il fera la rencontre qui changera sa vie, le couple Llewellyn Davis. Mais bien plus que le couple, ce sont les enfants qui vont l'intéresser, et je vais très vite reformuler cette phrase. Il va se lier d'amitié avec les enfants suite à de nombreuses rencontres dans les jardins de Kensington. Une profonde amitié va alors naître entre le couple et le jeune auteur. Dans le même laps de temps, Jackie Michel va de plus en plus s'écarter des romans pour s'intéresser davantage au théâtre, en écrivant notamment un opéra comique avec Arthur Conan Doyle, le papa de Sherlock. Parce que ce qu'il avait écrit, c'était pas bien. D'ailleurs, il faisait partie de la même équipe de cricket, les Hala Akbaris. Je sais pas à quoi rajouter de plus. Si, il s'est planté dans le sens de Hala Akbar. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que quelqu'un utilise un mot étranger, il se plante dans sa traduction. Et c'est donc en 1902 qu'il sortira la première histoire mettant en scène le personnage de Peter Pan, le petit oiseau blanc. Alors, en réalité, ce ne sont que quelques chapitres du roman qui sont consacrés à son futur héros. Et ce Peter Pan est très différent de celui qu'on connaît. Déjà parce qu'il n'a que 7 jours, et aussi parce qu'il est à moitié oiseau. Ce type avait une imagination débordante, ou était très nul en biologie. À voir avec la suite, mais je dirais un peu des deux. Ce n'est qu'en 1904 qu'arrivera la pièce de théâtre Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir, qui racontera l'aventure que l'on connaît tous, depuis qu'un certain Walter l'a adaptée. En avant les amis! Mais cette pièce va aussi permettre l'émergence d'un prénom chez nos amis anglophones, celui de Wendy. Alors, il y a une croyance populaire qui laisse à penser que c'est lui qui a inventé le prénom, suite à une petite fille qu'il appelait Amitié. Friendly en anglais. Mais Friendly, ça ressemble pas vraiment à Wendy. C'est parce que la petite fille, Margaret Henley, fille de William Henley, l'homme derrière le poème Invictus, oui, celui de Mandela, avait une tendance à ne pas savoir dire les R. Du coup, ça ressemblait plus à Wendy, qui a donné Wendy. Sauf que le prénom existait déjà. On retrouve notamment en 1600, durant la guerre civile anglaise, un capitaine du nom de Wendy Oxford. Ce qui veut dire aussi que le prénom Wendy était à la base masculin, sans doute un diminutif de Wendell, alors que le Wendy féminin viendrait plus vite de Gwendoline. Et maintenant que l'on sait d'où vient Peter, il est temps de voir qui il est réellement. Afin de suivre l'ordre chronologique de la pièce, nous allons commencer par les premiers intervenants, à savoir la famille Darling, avec, pour débuter, les parents Marie et George. Ce couple est un couple anglais typique avec le flegme si propre à cette nation, parce que leur degré de surprise est assez aléatoire. Par exemple, Madame Darling est un peu surprise qu'un enfant regarde par la fenêtre de la chambre des siens, ce qui peut se comprendre. Elle est d'autant plus surprise que la chambre se trouve à l'étage, mais pas plus que ça non plus. Elle est apeurée par le fait que le garçon soit rentré par la fenêtre dans la chambre. Là, je peux comprendre.
En revanche, le fait que le gamin en question perde son ombre et que cette dernière soit restée sur place, elle est pas choquée du tout. Je veux dire, elle l'a carrément rangé dans un tiroir comme si de rien n'était. Et pour ce qui est du père, c'est quoi sa réaction? Alors pour lui, les enfants volant au premier étage, rentrant dans la chambre de leur fille et perdant leurs ombres, c'est tout à fait normal. Non mais les parents Darling, c'est pas forcément les meilleurs parents du monde. La preuve, à la naissance de Wendy, George s'est amusé à compter au penny près les dépenses qu'allait engendrer cet enfant pour voir s'il fallait le garder ou non. Arrivant à la conclusion que non. Sauf que, sa rigueur étant inversement proportionnelle à son flegme, il va falsifier les chiffres juste assez pour que ça rentre. Et il fera pareil avec les deux autres enfants, John et Michael. Mais justement, les enfants, parlons-en. Nous avons donc Wendy, Maura, Angela, Darling, l'aînée de la famille, une jeune fille douce et gentille qui a une grande passion pour raconter les histoires. D'ailleurs, c'est elle qui raconte l'histoire de Peter Pan. Ensuite, on retrouve John Napoléon Darling. Oui, Napoléon. John, c'est un personnage qui... Sa plus grande caractéristique, c'est... En fait, le mec est un figurant. Il a une seule et unique raison dans le récit, et c'est le fait qu'il porte un haute forme. Et enfin, Michael Nicholas Darling, le cadet de 4 ans seulement, s'habillant exclusivement avec des grenouillères en forme d'animaux, mais promis, l'année prochaine, il mettra des chemises. Et malgré ses 4 ans, Michael est déjà une forte tête, puisqu'il arrive à la tenir face à celle de son père. En effet, l'un comme l'autre doivent prendre des médicaments, mais aucun ne veut. Et c'est Michael qui défie son père de le prendre, avant que Wendy ne propose qu'ils les prennent ensemble. Et quand son père se débite parce que clairement, parent de l'année, il lui lance un regard accusateur. Et il en fait quoi de son médicament? Excellente transition qui va me permettre de parler du dernier membre de la famille, la nurse des 3 enfants, Nana, qui est une chienne. Parce que tout à fait logique. Et quand je dis chienne, ce n'est pas le toutou qui reste dans son panier et qui grogne un peu quand un danger approche. Non, ici c'est une super chienne. Les enfants doivent prendre leur bain, elle apporte la serviette. Les enfants doivent prendre leurs médicaments, elle ouvre la bouteille, verse dans une cuillère et apporte la cuillère. On en est à un point où elle a un jour de congé par semaine. Et elle le prend. Genre elle quitte la maison et elle va vivre sa vie, laper un café avec ses copines à la terrasse, que sais-je. Et donc, Papa Darling va verser son médicament dans le bol de Nana afin qu'elle le boive. Père de l'année, et je suis sûr qu'en creusant un peu, on peut aller plus loin, parce que, évidemment, la chienne, elle va boire dans son écuelle. Alors, juste une petite parenthèse, dans la première version de la pièce, il n'y avait pas besoin d'artifice pour apprendre à voler. Et Jeannot Maverick, là, il a décidé de changer parce que les enfants se blessaient en sautant de leur lit après avoir vu la pièce. Et tu veux en venir où? Ben que visiblement changer la pièce pour éviter à des enfants d'avoir des petits bobos, c'était plus important que de sauver des chiens à qui ces mêmes enfants allaient donner leurs médicaments. Oh putain, oui. Et suite à ça, le papa Darling va se plaindre que les enfants se rangent plus du côté de la nurse parce qu'ils cajolent la chienne. Alors, déjà, c'est toi qui as essayé de la tuer, et deuxièmement... C'est toi qui as essayé de la tuer! Non mais c'est pas possible d'avoir autant de mauvaise foi. En plus, histoire de gagner en sympathie vis-à-vis de ses enfants, il va attacher le chien dehors. Et la mère, elle dit rien? Ah non, la mère, elle est au même niveau. Alors déjà, elle réprimande à peine son mari, genre, ok, la blague, elle était pas drôle, mais il n'y a pas eu mort d'homme, de chien, mais en plus, elle le laisse regagner l'extérieur, alors que je rappelle qu'elle est modérément paniquée par un gamin qui rôde autour des fenêtres du premier étage. Bref, le couple part pour son dîner, laissant les 3 enfants seuls avant l'arrivée de notre héros. Notre héros. Pourquoi il n'y a pas de musique triomphante? Parce que Peter est loin d'être un héros. Ah oui, c'est vrai. Donc, entrée en scène de Peter et de son inséparable Clochette à la recherche de son ombre. Alors, petite parenthèse, Peter Pan pour le présenter. Comme on l'a dit, la première apparition de Peter Pan s'est faite dans Le Petit Oiseau Blanc, et les 2 personnages sont présentés comme étant différents. Sauf que leurs similitudes sont tellement proches que je vais partir du principe que le Peter de la pièce a vécu certaines histoires de sa version bébé de 7 jours. Ainsi, juste après sa naissance, Peter s'est envolé par la fenêtre ouverte de sa chambre. Alors ça pourrait ne pas sembler étrange venant de la part d'un personnage qui est de toute façon capable de voler, sauf qu'il le fait en battant des ailes. Parce que je rappelle qu'il a des ailes.
Et ça choque personne. Oh Seigneur. On m'en bat les couilles, frère. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos sur ses parents, mais visiblement non. Donc, notre Peter s'envole jusqu'au jardin de Kensington où vivent les fées. Voilà, si vous cherchez les fées, elles sont là. Et c'est aussi sans doute à cette occasion qu'il va rencontrer Clochette. Il y vivra plusieurs années sans grandir avant de subitement vouloir revenir chez ses parents. Sauf qu'à son retour, la fenêtre par laquelle il est passé quelques années auparavant est fermée, et à sa place dans le berceau se trouve un autre bébé. Peter Pan va alors se sentir abandonné par sa mère, considérer qu'elles sont toutes les mêmes, et se jurer de ne jamais grandir. Je rappelle qu'à la base, c'est lui qui est parti. Je sens que ce perso va être adorable. Donc Peter, qui a maintenant 14 ans, ne demandez pas comment est-ce qu'il a grandi entre les deux histoires, j'en sais rien, arrive dans la chambre des enfants Darling et commence à fouiller à la recherche de son ombre. Ce qui finira, vous vous en doutez, par réveiller les enfants qui seront pris d'une panique indescriptible, ou qui trouveront ça parfaitement normal. Est-ce qu'on peut avoir une réaction logique dans cette histoire? Une fois son ombre récupérée, Peter va essayer de la recoller à son corps avec du savon. Je sais pas comment un être pareil a réussi à survivre dans la nature. Heureusement, Wendy est là pour lui recoudre son ombre et lui raconter une histoire, ce qui fait que Peter va la vouloir comme mère. Mais il déteste pas les mères? Oui. Pourquoi s'il en veut une alors? Parce que nous vivons dans le monde merveilleux où rien n'a de sens. Donc, un peu de poussière de fée de Clochette qui n'est pas super ravie, et Wendy s'envole avec Peter pour le pays imaginaire. Ah, et les deux frangins viennent avec, ils font partie du lot. Et non, personne n'est surpris par le fait de s'envoler. Nos héros insouciants et Peter Pan débarquent enfin au pays imaginaire. Mais le pays imaginaire, il ressemble à quoi? Le premier lieu visité est le Neverwood, une forêt où la majeure partie des histoires de l'enfant qui ne voulait pas grandir prennent place. Et pour une raison fort simple, c'est là qu'il habite avec les enfants perdus. Ces enfants perdus, ce sont des enfants qui ont suivi un chemin un peu similaire à celui de Peter, tombant dans leur poussette pour atterrir ici. Mais... ouais, je sais. Tu comptes développer ou... Non, je vais te laisser poser la question. S'ils sont tombés de leur poussette, c'est qu'ils étaient toujours des bébés, sauf que quand on les représente, c'est des adolescents pour les plus vieux. Ben, c'est jamais expliqué. Soit comme Peter, ils ont passé du temps ailleurs avant de venir au pays imaginaire, soit ils vieillissent quand même, mais beaucoup plus lentement. Ah, et s'il n'y a que des garçons parmi les enfants perdus, c'est parce que les filles sont trop intelligentes que pour tomber de leur poussette. Parmi les enfants perdus, nous avons la flûte, le plus facile à duper, le bec, le plus joyeux, et à ce stade, je suis déçu que le troisième ne s'appelle pas Traversière, Flocon le plus prétentieux, Frisson qui suit le mouvement, et enfin les jumeaux qui n'ont pas de nom. On les appelle premier jumeau et deuxième jumeau, et même eux ne savent pas se différencier. Toute cette joyeuse bande ne vit pas exactement dans les bois, mais dans un terrier situé sous la surface. Et il y a plusieurs moyens d'accéder à cette demeure. Pour dire, chaque arbre est un accès pour chaque enfant perdu. Oui, ils ont chacun leur entrée. C'est déjà pas bien convivial. Dans cette petite maison se trouve un salon dans lequel pousse un arbre. Exactement, un arbre qui pousse sous terre. Non mais la logique n'est pas respectée, je rappelle. Donc cet arbre, il sert aux enfants perdus de table à manger. Et quand il devient trop grand, parce qu'inévitablement... il devient trop grand, il recoupe l'arbre pour qu'il reprenne une taille acceptable. Un peu plus loin, nous trouvons le second lieu emblématique du pays, le lagon des sirènes. Un lagon dans lequel on trouve des sirènes. Ces créatures fantastiques possèdent deux facettes. La première, de jour, où elles sont plus joyeuses, s'amusant à s'envoyer des bulles d'eau façon Jeanne et Serge. Joyeuses certes, mais pas accueillantes pour autant. En effet, à l'exception de l'enfant qui ne voulait pas grandir, et on se demande bien pourquoi lui il est accepté et pas les autres, les sirènes refusent catégoriquement à quiconque de s'approcher d'elles. En revanche, la nuit elles sont beaucoup plus accueillantes. Mais ça doit sans doute jouer avec le fait qu'elles veulent vous noyer. Au milieu de ce lagon se trouve également un rocher, appelé le rocher des naufragés, et pour une fois, le nom n'a pas grand chose à voir avec sa fonction. Ce rocher est en réalité l'endroit où les pirates amènent les gens avec qui ils sont en désaccord pour que ces derniers périssent une fois la marée haute. Ils peuvent pas simplement nager? Bah non, ils ont les mains attachées. Mais un corps ça flotte? Il leur suffit de se mettre sur le dos? Bah non, ils ont les mains attachées. Et je pense que c'est le bon moment pour parler des pirates. Que serait Neverland sans les pirates? Eh ben un lieu vachement moins drôle. Parce que les pirates du pays imaginaire, qui sont souvent présentés comme une menace, ont une tendance à être
très nuls et stupides. Je veux dire, ils se font battre par des enfants aussi doués que les casseurs flotteurs. D'un certain point de vue, les sirènes sont plus dangereuses qu'eux. Pour ce qui est de leur origine, on sait très peu de choses à leur sujet. Notamment, pourquoi est-ce qu'il y a des adultes dans ce pays imaginaire d'enfants? Pas de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont mal tourné à un moment donné. En revanche, depuis quelques temps, il y a une rumeur qui est apparue, que ce soit sur la toile ou sur des adaptations plus récentes. Les pirates seraient, en réalité, des enfants perdus. L'idée viendrait, pour revenir à ce que je disais plus tôt, que les enfants perdus vieillissent plus lentement que les enfants normaux, mais qu'ils arrivent petit à petit à l'âge adulte. Alors, on va laisser de côté la partie de la théorie qui dit que Peter Pan tue les enfants perdus, parce que c'est assez glauque, et bizarrement, ça ne m'étonne pas non plus, pour se concentrer sur pourquoi ça a du sens. Bon, déjà, ça expliquerait la présence d'adultes dans ce monde imaginaire. Je rappelle que pour y aller, il faut de la poussière de fée, le truc qui se trouve pas à chaque coin de rue. Ensuite, on a le nom des pirates. La pièce de théâtre n'en donne que deux, la teigne et Mouche. Voilà, la teigne, la flûte, on peut reconnaître une certaine similitude dans les noms. Et enfin, nos pirates, comme nos enfants perdus, ne semblent pas connaître le concept de mer. Paradoxal pour des pirates. Non mais, la mer, la maman, pas la mer, l'océan. D'ailleurs, ils aimeraient bien que Wendy soit leur mère, soit une gamine de 12 ans. En conclusion, il est tout à fait possible que les pirates soient les enfants perdus qui auraient grandi, avec ou sans Peter d'ailleurs. C'est intéressant. Sauf que la teigne, il est présenté comme étant un ancien huissier. Ah, bon bah c'est foutu alors. Et si on parlait de leur capitaine, James Crochet? À quoi ressemblerait le monde sans le capitaine Crochet? Ah, c'est bien. Crochet, c'est bien évidemment un pseudonyme, sinon l'univers a un sens de l'humour très particulier. Son véritable nom, par contre, n'est absolument pas connu. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est un homme dont le véritable nom, s'il était révélé, mettrait le pays en feu. Quand on passe pour un crétin, seuls les crétins obéissent. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il est originaire d'Eton et que dès son plus jeune âge, il se destinait à prendre la mer. Ce qui est assez curieux puisqu'il n'aime pas l'eau. Et même s'il est toujours présenté comme étant un gentleman raffiné, en réalité, il est aussi stupide que ses membres d'équipage. Et ce n'est pas sa relation avec Peter qui nous dira le contraire. Déjà, la première rencontre entre les deux dans la pièce ressemble à une mauvaise partie d'Akinator. As-tu un nom? Oui. Végétal? Non. Minéral? Non. Animal? Oui. Homme? Non. Garçon? Oui. Garçon ordinaire? Non. Garçon prodigieux? Oui. Es-tu en Angleterre? Non. Es-tu ici? Oui. Aucune idée de qui tu es. Avouez qu'on n'est pas sur un génie. Mais tant qu'on est à sa relation avec Peter, on nous a toujours dit que le crochet du capitaine remplaçait une main qui avait été mangée par un crocodile. Eh ben, c'est pas tout à fait le cas. La main, elle a été coupée par Peter, qui l'a jetée au crocodile. Je pense qu'on peut reprendre notre visite du pays imaginaire. Comme dernier endroit notable du pays imaginaire, nous avons les plaines de Neverland, où se trouve la tribu Piccaninny. Une tribu de natifs américains qui est assez prompt à faire la guerre pour défendre leur territoire, que ce soit contre les pirates ou même contre les enfants perdus, jusqu'à ce que Peter sauve la fille du chef, Lily la tigresse. Donc, si je comprends bien, le pays imaginaire, c'est un monde où les sirènes veulent à mort, les pirates veulent à mort, les natifs veulent à mort, et Peter Pan, il trouve rien de mieux que d'y amener tous les gamins qu'il croise. C'est succinct comme résumé, mais oui. Après, les natifs de la pièce comme du bouquin ont souvent été décriés pour être une représentation un peu cliché de ces personnages. Mais en vrai, je suis sûr que c'est pas si grave que ça. Lily la tigresse, stoïque. Mourir d'en haut est pire que mourir par feu ou par torture. Car pas écrit dans le grand livre de ma tribu que haut mène après mort à terrain de chasse des élus. Mais moi, fille de chef, et moi mourir en fille de chef. Oui bon, ça va, c'était l'époque. Lily la tigresse, grand-père blanc a sauvé moi des pirates. Moi très bon ami maintenant. Empêcher pirate le blessé. Ok c'est chaud. On enchaîne. Après avoir passé du bon temps au pays imaginaire, bon temps correspondant à aller visiter des sirènes tueuses, affronter des pirates sanguinaires et se faire tirer une flèche dessus par les enfants perdus... Voilà, de quoi? Longue histoire, tu préfères pas savoir. Bref, il est temps pour Wendy et sa famille de retourner à la maison et de prouver une dernière fois que Peter Pan n'est pas le héros qu'on nous présente.
Dans un premier temps, avant de repartir, il faut de nouveau de la poudre de fée. Sauf que Clochette, elle est pas très chaude à l'idée d'aider Wendy, qu'elle jalouse depuis le début, sans doute à cause des sentiments qu'elle a pour Peter. Mais justement, si elle veut garder Peter pour elle, elle devrait pas être contente de l'aider à partir? Observation intéressante, mais la logique est toujours aux abonnés absents. Donc, devant une Clochette qui boude dans ses appartements, Peter va gentiment la menacer d'ouvrir les rideaux de sa chambre, afin que tout le monde puisse la voir en petite tenue. Bon, sous la menace d'être vue en nuisette par des enfants de 10 ans, je rappelle, elle va aider Wendy en la saupoudrant d'un peu de poussière de fée. Sauf que, coup de théâtre, pendant que Wendy et consort rentrent chez eux, Peter et Clochette les doublent pour entrer dans leur chambre. Parce que la fenêtre est restée ouverte. Les parents Darling, ils sont sympas. Et surtout, ils s'en veulent énormément. Et là, le Peter, il demande à Clochette de refermer la fenêtre pour faire croire que les enfants ont été abandonnés et qu'ils restent avec lui dans le pays imaginaire. Prouvant une ultime fois que c'est le pire héros qu'on puisse croiser. Bon, malgré tout, il aura des remords et décidera de laisser la fenêtre ouverte pour que les Darling retrouvent leurs parents. Et dans la foulée, ces derniers vont même adopter l'entièreté des enfants perdus. Je sais pas comment ça se passe administrativement, à l'exception de Peter qui préfère rester seul au pays imaginaire. Au final, il reviendra voir Wendy des années plus tard, alors que celle-ci n'est plus une enfant depuis bien longtemps, et il prendra avec lui la fille de cette dernière, Jane, avec l'approbation de sa mère, sachant pertinemment que chez elle, la fenêtre sera toujours ouverte. Parce que Wendy, c'est une bonne personne. Oui, enfin, une bonne personne ne laisse pas sa fille entre les mains de sirènes, de pirates ou de natifs qui risquent de la tuer à tout moment. Donc finalement, il n'y en a vraiment pas un pour relever l'autre dans cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grim Speaker, pour vous servir.